Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tout le monde a retrouvé son siège. Donc, on va commencer cette seconde partie de la matinée avec une table ronde que l'on a intitulée le parcours de soins, mais pas que, le parcours de vie également, avec les intervenants suivants. Donc, le docteur Gérard Plissier, qui est un médecin généraliste, qui connaît très bien Argos puisqu'il était là dès son origine. Le docteur Frédéric Urbain, qu'on ne présente plus puisqu'on l'a déjà... il s'est présenté tout à l'heure dans la première séquence. Le docteur Carole Dupuis, qui est psychiatre et qui nous vient de la clinique de l'Ermitage. Nouvelle-Héloïse, pardon. Madame Félissa Blanco, qui est psychologue clinicienne et qui intervient donc auprès d'une structure récente qui s'appelle Bipol Falaret, elle nous la présentera. Le docteur Fanny Jacques, qui a créé le site d'Octoconsult. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ce site, c'est quelque chose de... On parlait d'innovation tout à l'heure avec le professeur Marion Leboyer, puisqu'en fait ce sont des téléconsultations dans le domaine de la psychiatrie, donc c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer cette table ronde, et donc j'invite le docteur Gérard Plissier à nous faire sa présentation. Donc je suis généraliste, dans l'Essonne, et puis effectivement, comme disait Dominique, je connais bien l'association Argos, trésorier. Oui, je disais, je connais bien l'association Argos, que j'en étais le trésorier pendant un certain temps, et d'autre part, je suis généraliste dans l'Essonne. Donc là, je vais vous faire un petit topo sur la place du généraliste dans le parcours de soins. Alors la question qu'il faut se poser, c'est quand un généraliste peut-il faire le diagnostic de troubles bipolaires? Alors, c'est certainement pas lors d'un épisode maniaque, car généralement, à ce moment-là, les patients, ils ne prennent pas rendez-vous. Ils sont soit au poste de police ou à l'hôpital psychiatrique. Lors d'un épisode hypomaniaque, ben non, bien sûr, parce que de toute façon, à ce moment-là, les patients ne se sentent pas malades, ils n'ont aucune raison de venir consulter. Alors après, on peut avoir quelqu'un pour des problèmes de dépression, avec toute la sphère dépressive. Alors là, oui, effectivement, le médecin généraliste peut commencer à suspecter un trouble bipolaire, mais il faut surtout, là, le risque, c'est de se laisser accrocher, comme on dit, par le seul diagnostic de dépression unipolaire. Donc il faut penser au diagnostic différentiel, comme on dit, et en premier lieu, est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi un trouble bipolaire? Ensuite, ça peut être aussi pour une consultation pour un problème dépressif, mais une énième consultation pour un énième épisode, ou pour une dépression qui résiste à un traitement bien conduit, ou au contraire, un état d'excitation qui apparaît après très peu de temps de traitement, ce qu'on appelle un virage maniaque. Donc dans ces cas-là, oui, le diagnostic de trouble bipolaire est très probable, et le médecin généraliste doit avoir la puce à l'oreille. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il pose quelques questions simples. Alors il n'est pas question de faire tout de suite un questionnaire quantifié, genre Hirschfeld ou autre, mais simplement poser des questions simples et compréhensibles par le patient. Donc on va déjà savoir s'il a eu des problèmes de troubles psychiatriques dans ses antécédents. On va surtout voir s'il a des antécédents psychiatriques dans sa famille. Ça, c'est un élément important qui oriente quand même assez sur le trouble bipolaire. Bon, savoir s'il a des addictions, passées ou présentes. Donc là aussi, comorbidité fréquente avec le trouble bipolaire. Voir l'impact que ça a dans sa vie sociale, donc surtout au niveau du travail. C'est quelqu'un qui a eu des licenciements fréquents, par exemple. Il faut aborder évidemment la vie sentimentale. Est-ce qu'il a une vie sentimentale stable, où il peut fêter allègrement ses 50 ans de mariage avec sa conjointe? Ça, c'est quand même plutôt rare pour un bipolaire. Donc il faut quand même aborder ce problème-là. Alors ensuite, voir s'il y a des fois mal perçu par son entourage. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire demander ce qu'il pense lui, mais dit-on de vous?
Voilà. Vos proches vous disent-ils quelquefois que vous avez des comportements excessifs, que vous vous emportez? Et puis bon, essayez de voir s'il y a un côté de phase, hein, de cyclothymie, donc est-ce qu'il y a des périodes super et puis des périodes d'abattement complet. Donc en fait, ce n'est pas un véritable questionnaire, c'est simplement plus vous avez de réponses positives, plus le diagnostic de trouble bipolaire est probable. Bon, de toute façon, ce n'est pas le médecin généraliste qui fait le diagnostic. Il faut qu'il rassemble un faisceau d'arguments qui font suspecter un trouble bipolaire. Et ensuite, il faut manœuvrer. Alors là, j'insiste lourdement sur le mot « manœuvrer » parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Pour que, d'une part, le patient reconnaisse sa souffrance, ou au moins celle de ses proches. Ensuite, qu'il accepte de chercher la cause de sa souffrance. Donc là, c'est de l'information, lecture, internet, association, groupe de parole. Ensuite, il va avoir quelques suspicions sur la possibilité qu'il a peut-être un trouble bipolaire. Et alors là, le plus dur pour un généraliste, c'est de faire en sorte que le patient accepte d'aller voir un psychiatre, de trouver un psychiatre et que le rendez-vous ne soit pas dans plusieurs mois. Ensuite, il faut qu'une fois que le psychiatre a proposé un diagnostic de trouble bipolaire, il faut qu'il voit aussi, il faut que le patient entrevoie qu'avec des traitements, il va pouvoir aller mieux. Et enfin, en dernier lieu, il faut qu'il franchisse le pas pour admettre le diagnostic. Donc c'est pour ça que je pense que le médecin généraliste, lui, il fait que suspecter, le psychiatre propose le diagnostic, et finalement, ce n'est que le patient qui le pose lui-même. C'est-à-dire qu'il accepte le fait qu'il a un trouble bipolaire. Je crois que 51% des patients dits bipolaires n'acceptent pas vraiment leur diagnostic. Mais une fois que donc, le diagnostic est accepté par le patient, le travail du généraliste n'est pas encore fini. Une première chose qui me semble importante, c'est de dire aux gens, bon voilà, vous allez être pris en charge par un psychiatre, mais je ne vous abandonne pas. On continuera à se voir plus ou moins régulièrement pour ce suivi-là. Hein. Il ne faut pas que le patient se sente abandonné par son généraliste qui dit, bon ben, c'est plus mon problème, c'est celui du psychiatre. Non. Il faut rester en relation avec la famille, d'une part, et avec le psychiatre, d'autre part, pour éventuellement faire la transmission. Les proches peuvent dépister des éléments importants que le patient ne va pas dire à son psychiatre, et donc c'est au généraliste, s'il estime nécessaire, de communiquer au psychiatre. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de discordance entre les deux, ça c'est terrible. Donc il faut que les deux aillent dans le même sens. Donc c'est obligatoire qu'il y ait un échange d'informations, même minimal. Alors évidemment, la compliance au traitement, donc ça aussi c'est des fois dur. Gérer les effets secondaires du traitement, surveiller les paramètres somatiques et biologiques, donc le fameux syndrome métabolique, essayer de restreindre les addictions, conseiller sur l'hygiène de vie. Monsieur bipolaire, vous allez vivre comme un moine maintenant. Plus d'alcool, plus de cigarettes, dur. Plus de cholestérol. Et en fait, il faut, sur le long terme, établir une relation de confiance, ce qu'on appelle tout simplement une psychothérapie de soutien, enfin une écoute bienveillante, afin d'être l'ultime recours en cas de crise. Parce que de toute façon, ce bipolaire récemment diagnostiqué, il y aura forcément un moment donné où il va arrêter son traitement, où il va faire une crise, où il va arrêter par son psychiatre. Et là, il faut qu'on puisse être le recours ultime pour ramasser tout ça à la petite cuillère et pouvoir refaire repartir. Donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'un suivi au long cours. Voilà. Il y a aussi un autre cas de figure où le médecin généraliste peut faire le diagnostic en l'absence du patient. Je vais vous présenter un cas clinique en live. Donc, je reçois aujourd'hui en consultation Alice, qui vient me voir pour la énième fois pour un problème dépressif qu'elle attribue à un comportement agressif et excessif de son mari Bob. Bonjour Alice. Bonjour docteur. Asseyez-vous. Merci.
Alors Alice, où est-ce que vous en êtes avec votre mari Bob? Oh docteur, vous savez, hein, ça va pas très bien. Hein. Depuis la dernière consultation, j'ai des doutes. Je me demande vraiment lequel des deux est le plus malade. Mon mari est impatient, il est agressif, il pense toujours avoir raison. Il ne supporte aucune réflexion, c'est ça? Aucune. Et même les enfants ont parfois peur de lui. Et quel est son comportement avec les autres? Oh, il est le plus souvent très apprécié. Enfin, surtout par les gens qui ne le connaissent pas vraiment, quoi. Il s'investit même dans de nombreuses associations. Et à son travail? Au début, il est bien considéré, car il abat beaucoup de travail et prend de nombreuses initiatives. Mais après, ça se passe moins bien, ça se gâte, car il n'assume pas dans le temps. Du reste, docteur, je vous l'ai jamais dit, mais il s'est fait licencier plusieurs fois et a même démissionné sur un coup de tête, voyez? Et comment il est perçu dans votre famille? Dans les repas de famille, c'est le bout en train. Mais il accapare toute la conversation. Et quelquefois, ça dérape grave. Surtout quand il a bu. Il dit des choses qui blessent. Ou même, il peut avoir des comportements excessifs. Ce qui fait que mon frère et ma belle-sœur, ils ne veulent plus le voir. Et si je peux me permettre, sur le plan sentimental? C'est délicat. Eh bien, vous savez, il est très amoureux de moi. Mais il faut que je vous dise qu'il est également facilement amoureux d'autres femmes. Et c'est pour ça qu'il a déjà divorcé 2 fois. Vous avez déjà pensé à le quitter? Ben oui. Mais je l'aime beaucoup. Quand il est bien, vous savez, docteur, c'est un homme extra. Il adore la musique. Il joue du saxo. Quelquefois des nuits entières. Pour les voisins, bon. C'est aussi un sportif. Il est accro à la moto. Du reste, j'ai peur pour lui quand il va en faire, car il a déjà eu plusieurs accidents dus à des vitesses excessives, sans compter les problèmes avec la police. Mais moi, docteur, j'en peux plus. Parce qu'en ce moment, à la maison, c'est l'enfer. Oh, merci, docteur. Il a un comportement tellement agressif que je me dis quelquefois qu'il est malade et qu'il devrait voir un psy. Et alors quand je lui en parle, il se fâche et il dit que c'est moi la malade avec ma dépression. Et dans sa famille, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes psychiatriques au sens large? Ah oui, sa mère est dépressive. Et à réfléchir, son oncle maternel a fait plusieurs mois en hôpital psychiatrique. Et est-ce que vous l'avez déjà vu, ce qu'on appelle dépressif? Oui, une fois. Il était complètement effondré après son 2e divorce. Pendant plusieurs mois, il buvait, ne se rasait pas, puis dormait tout le temps. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Et il dit que c'est grâce à moi qu'il s'en est sorti, car il refusait de voir son médecin et de prendre des médicaments, parce qu'il disait que ça ne changerait rien à sa peine. Vous savez, Alice, d'après ce que vous me dites, je pense que votre mari Bob a peut-être des troubles bipolaires. Ce qui expliquerait bien ces états d'agressivité qu'il a parfois envers vous, bien qu'il ne veuille pas vous faire du mal vraiment, car il vous aime apparemment. S'il acceptait de consulter un médecin, ou mieux un psychiatre, il pourrait bénéficier de psychothérapie ou de traitements médicamenteux. Et ça l'aiderait beaucoup, car il doit quand même souffrir quand il constate après coup la peine qu'il inflige à sa famille. À réfléchir, oui, il souffre certainement, car après ces épisodes agressifs, je perçois chez lui comme un sentiment de honte. Enfin, néanmoins, je suis certaine qu'il ne voudra jamais aller le consulter. Bon, oui, effectivement. Ce qu'on va faire, je vais vous donner une brochure sur les troubles bipolaires. Laissez-la traîner chez vous et arrangez-vous pour qu'il tombe dessus par hasard. De votre côté, alors vous allez chercher dans les journaux des articles sur les troubles bipolaires, vous allez sur Internet,
Je vais vous donner une liste de sites sérieux où vous pourrez vous documenter. Il y a même une association qui aide les patients bipolaires et leurs proches. Oui. Ils organisent des conférences d'information et des groupes de parole où vous pourriez déjà aller toute seule pour vous renseigner. Car c'est très important que vous ayez une bonne connaissance de ces troubles. Car si c'est bien de ça dont il s'agit, vous pourrez beaucoup mieux l'aider et surtout voir les choses d'une autre façon. Avec un peu de chance et de persévérance, il finira par accepter de se renseigner aussi. Et même peut-être de venir à des groupes de parole. Et là, il verra des personnes qui présentent les mêmes souffrances que lui. S'il se fait à l'idée qu'il a peut-être ces troubles bipolaires, alors il acceptera probablement plus volontiers que je l'adresse à un psychiatre. Hein? Vous croyez? Ça serait tellement bien s'il acceptait de se faire soigner. Écoutez, on fait comme ça, donc je vous ai donné la documentation. Dites-lui que je reste à sa disposition pour le voir dès qu'il le souhaitera. Hein? Donc au revoir Alice, et puis surtout bon courage. Merci docteur, merci. Merci beaucoup Gérard et Annie pour cette consultation très réaliste, parce que je pense qu'effectivement ça se passe parfois comme ça dans les cabinets de médecins. En revanche, c'est vrai que tous les médecins aujourd'hui ne connaissent pas encore Argos 2001, mais... c'est un résumé de 3 cas cliniques que j'ai réellement eu. J'ai pu faire, évidemment, suspecter le diagnostic. J'ai pu suspecter le diagnostic uniquement en voyant des proches effondrés et en posant ce genre de questions. Et effectivement, le diagnostic s'est avéré vrai. Les gens ont pris, enfin, il y a un happy end, puisque le mari a accepté un traitement et ça a amélioré la situation familiale. Donc c'est quand même du réel. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole au docteur Frédéric Urbain. C'est bien. Vous pouvez prendre le micro devant vous. Merci. Bon, donc pas de présentation en ce qui me concerne, quelques petites réflexions. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Gérard là, sur de ne pas couper le lien avec le patient. On revient sur les dispositifs de soins partagés en psychiatrie qui servent vraiment à ça. C'est-à-dire que, en fait, ces dispositifs ont été mis en place après qu'on ait constaté qu'il y avait une coupure des soins dans le domaine particulier de la psychiatrie. C'est-à-dire que le patient était suivi globalement, statistiquement, par son médecin généraliste, et puis un jour le médecin généraliste disait « je peux plus », il l'envoyait chez le psychiatre, et son mari ne le voyait plus. Pendant des années, il revenait au bout de plusieurs années, voilà. Le dispositif de soins partagés sert vraiment à éviter ça, c'est-à-dire que dès que le patient est vu, le psychiatre rentre en contact par tous les moyens possibles, modernes, avec le médecin, pour dire voilà ce que j'en pense, voilà ce que je propose comme traitement, et le médecin revoit rapidement son patient de façon à ne pas couper ce lien, ce qui est capital. Une autre petite réflexion sur quelque chose que j'ai entendu ce matin, l'importance majeure pour les patients d'avoir un diagnostic. C'est très intéressant. Moi, je travaille également à Versailles dans une consultation sur les patients douloureux chroniques. Et c'est incroyable ce que les patients sont contents quand on leur dit qu'ils ont une fibromyalgie. De la même façon que quand on prescrit un placebo, on sait aujourd'hui qu'une fois qu'on dit au patient « mais vous savez, ce médicament que je vous ai donné, qui vous a amélioré, il n'y a rien dedans, il y a de la farine ». Et bien de la même façon, le diagnostic de fibromyalgie, on leur dit aujourd'hui, mais vous savez, on dit fibromyalgie, ça ne veut rien dire, quoi. Ça veut juste dire un ensemble de signes, on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas comment le traiter. Mais pourtant, les patients sont rassurés d'avoir ce mot posé, cette étiquette. Je me demande dans quelle mesure ça ne contribue pas un petit peu à la stigmatisation, parce que cette étiquette devient vite une identité. Malheureusement, en français, je pense dans beaucoup de langues, en tout cas en anglo-saxon aussi, il n'y a pas de différence entre la façon de dire j'ai une maladie et je suis cette maladie. Dans les deux cas, on dit je suis dépressif, on ne sait pas si ça veut dire j'ai une dépression ou je m'appelle dépressif.
Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été faites dans l'anthropologie de la maladie, avec notamment la Plantine, un Canadien qui a fait un traité très grand, mais chez nous on a aussi le breton. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. En français également, on a un seul mot pour dire maladie. En anglais, il y a 3 mots, illness, sickness et disease, qui désignent respectivement la maladie que ressent le patient, la maladie diagnostique le médecin, ça c'est le disease, et puis le sickness, c'est la maladie au sens sociétal. Et ça rejoint ce qu'on a dit sur la stigmatisation. La maladie, quand vous dites j'ai une grippe, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour le médecin et pour l'entourage à qui vous le dites. Et puis il y a des modèles de représentation mentale de la maladie qui, comme beaucoup de modèles, en général ne viennent pas à notre conscience. Il y a des gens qui sont malades, par exemple, parce qu'ils ont quelque chose en trop, genre un microbe ou un poison qui est rentré dans leur corps, et d'autres gens qui sont malades parce qu'ils ont quelque chose en moins. Ils manquent de vitamines, par exemple. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Il y a un modèle qui est maléfique, bénéfique. Pour beaucoup de gens, la maladie, c'est quelque chose de maléfique, c'est quelque chose qui vient réduire la personne. Un modèle que j'essaie de présenter à beaucoup de patients, en particulier aux patients dépressifs et plus chez les patients bipolaires, c'est le fait que la maladie, c'est aussi une expérience de vie qui aide à accéder à quelque chose de supérieur. Voilà, c'est là-dessus que je vous remercie. Merci à Madame Labbé de m'avoir proposé de participer à cette table ronde. Je suis médecin psychiatre à la clinique La Nouvelle-Héloïse à Montmorency, où le docteur Guichard est ici présent, là, devant, et puis Angélique Excoffier, psychologue qui n'a pas pu être là aujourd'hui, ont développé depuis plusieurs années 2 groupes de psychoéducation pour les troubles bipolaires et puis l'addiction à l'alcool. Et on a évoqué ce matin les comorbidités fréquentes et notamment addictives, donc ça avait leur pertinence, qui est destinée aux patients hospitalisés et à leurs familles. Alors pourquoi avoir développé ces groupes d'éducation thérapeutique au cœur du projet médical? C'est quoi la psychoéducation? Quels sont les objectifs de cette éducation thérapeutique? Alors avant de vous brosser un tableau, une présentation générale de ces objectifs, je vais faire un petit historique. Dans ce qu'est la relation thérapeutique. Depuis les années 90, il y a un changement de paradigme dans l'approche médicale de la relation thérapeutique. Avant, qu'est-ce qui se passait? Le médecin, c'était, il y avait une relation médecin, une vision paternaliste, un peu autoritaire, et qui est celui qui sait, c'est le savant. D'ailleurs, preuve en est, il a un langage incompréhensible et une écriture tout aussi incompréhensible. En face, le patient, celui qui étymologiquement souffre, endure, eh bien lui, il se doit d'écouter, d'obéir aux prescriptions, aux remèdes et aux recommandations du médecin. La société évolue. L'accès à l'information a fait un bond en avant. Et cette évolution, entre autres, amène le corps médical à se re-questionner sur la forme de la relation thérapeutique. En effet, le postulat, c'est de se dire, si je sais, si on m'explique, si on me donne l'information des troubles que je présente, si j'ai des informations sur les facteurs déclencheurs des troubles que je présente, si je sais aussi les facteurs qui peuvent m'aider à éviter une rechute ou bien à réduire l'intensité des troubles, si je comprends mieux le rôle de la thérapeutique, eh bien ça va donner du sens à ce que me dit mon médecin, à ce qu'il m'explique, à ce qu'il me dit, et je vais devenir là véritablement acteur de ma prise en charge, avec un esprit de collaboration et de concertation avec le psychiatre. Alors oui, l'information, le problème d'une consultation médicale, elle est contrainte par le temps. Et au-delà de cette contrainte de temps, c'est aussi, parce que des fois on se dit, mais si je vous ai informé, je lui ai dit, mais on s'aperçoit que dans une consultation,
mais même ici, hein, vous allez assister à la conférence, on va retenir à peu près quoi, je sais pas, un quart de l'information qui va être donnée. Donc ça nécessite un travail supplémentaire et sans doute quelque chose de plus développé que cette information que j'ai avec mon médecin traitant. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure, mais le médecin, c'est pas lui, voilà, il vit pas ce que je vis. Hein. Il peut pas comprendre ce que je traverse. Et c'est là où il y a la place des associations, hein, des réseaux, des groupes de parole, mais aussi le rôle de ces groupes d'éducation thérapeutique où le témoignage de pairs, l'expérience qui va être partagée, va faire que le discours et les propos tenus par mon médecin vont être plus crédibles. Je vais plus facilement accepter ce que va dire un proche, et quand au sein d'un jour de réunion où normalement les patients en phase haute ne sont pas censés y participer, s'ils y participent, on voit qu'il y a une ébullition et que ça perturbe quand même le groupe. Là, les pairs vont pouvoir interpeller le patient et dire « bon là, toi t'es un peu haut ». Et ça va être plus facilement entendu par le patient que si c'était le thérapeute qui lui disait cela. Alors l'éducation thérapeutique, elle s'est développée en médecine pour les pathologies chroniques, hein, diabète notamment, cardiovasculaire, et finalement de façon plus récente, hein, c'est fin des années 2000, que les centres experts ont développé des modules de psychoéducation destinés aux professionnels de santé. A été démontré clairement, hein, dans les recommandations internationales, que cette éducation thérapeutique fait partie intégrante du programme de soins personnalisés. Objectif premier, on l'a vu, et ça revient dans l'évaluation des questionnaires, le problème de la thérapeutique médicamenteuse, l'observance du traitement, mais pas seulement. Hein, c'est donc lever les incompréhensions, déstigmatiser et auto-déstigmatiser, on l'a évoqué tout à l'heure. Hein, quelle est la vision, moi, que j'ai de la maladie? Améliorer bien sûr la conscience des troubles, et la partie très importante, c'est développer. Qu'est-ce que je peux faire pour moi pour aller mieux, éviter de rechuter, comment gérer, moi être véritablement acteur en première ligne de mes troubles. Et puis modifier les comportements pour prévenir les récidives, sans avoir des vies de nonnes ou monastiques. Prendre en compte l'aménagement des rites sociaux, attention, pas se coucher tous les soirs et sortir jusqu'à 2h du matin. Donc tout ça c'est très important. Donc ça y est, moi je suis plus au clair avec la maladie, mes troubles, j'ai repéré un peu les signes potentiels de rechute, mais vous le savez tous, on est des êtres sociaux, on vit, en communauté, on a des proches autour de nous. Et ces proches, on l'a évoqué tout à l'heure, ils sont impactés par les troubles psychiques, ces troubles psychiques qui vont retentir dans les relations interpersonnelles. On en a une illustration par Madame Ali Labbé, hein, donc ils ont une véritable souffrance et sont en difficulté. Alors, il y a de leur part aussi, hein, il y a la part, c'est je ne comprends pas, hein, l'incompréhension, qu'est-ce qui se passe? Ou bien considérer, il y a des croyances, ça c'est une histoire de caractère, ou bien un manque de volonté, et puis une méfiance vis-à-vis du médecin qui a prescrit psychotropes, hein, il y a des doutes surtout, non mais arrête ce traitement, qui ne sont pas du tout favorables et qui interfèrent aussi dans la démarche de soins que le patient a entamée. Or, la prise en compte de ce que la famille vit, observe, son implication, est vraiment importante dans la création d'une véritable alliance thérapeutique à trois, hein, sans impacter et sans interférer dans la relation singulière, les colloques singuliers qu'on va avoir le patient, mais il y a vraiment une place importante à prendre en compte. À prendre en compte avec l'écoute de la famille, et ça a été évoqué par votre collègue tout à l'heure. Alors, la participation au groupe
de psychoéducation pour les familles permet aussi là, de déstigmatiser, hein, modifier les croyances, connaître les manifestations symptomatiques, l'acceptation du diagnostic, et des fois même, hein, on voit les familles qui viennent au groupe de psychoéducation et qui vont aider leurs proches à accepter, elles participent à l'acceptation du diagnostic. Repérer ces signes avant-coureurs, et puis aussi, parce que ça c'est important, hein, on évoquait la souffrance des proches, aider à la gestion de sa propre implication, voire une surimplication émotionnelle qui, on sait, particulièrement dans les phases hautes, va embraser le patient qui a un ascenseur émotionnel qui est au maximum et qui va entraîner des conflits, voire des décisions intempestives de séparation, divorce, etc. Donc, la participation des proches au groupe de psychoéducation va permettre de retrouver pour chacun un équilibre au sein de la famille. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Dupuis. Donc, Madame Félissa Blanco, si vous voulez intervenir. Oui. Bien, alors moi donc, merci de m'avoir invité aussi à... Ah, j'ai appuyé sur quelque chose. Vous avez bien raison, hein, pas de présentation, c'est pas mal. C'est derrière. C'est déjà en bas. Ok, parfait. Bien. Alors, donc moi je suis Félissa Blanco, je suis psychologue clinicienne et conseillère en emploi accompagné au centre Bipol-Falleret. Donc là je vais présenter rapidement le centre Bipol-Falleret, mais je vais plutôt me présenter sur mon travail, ce que je fais. Donc c'est notamment l'accompagnement des personnes présentant des troubles bipolaires sur la question de l'emploi au sens large, soit les bilans professionnels, l'insertion en emploi et le maintien en emploi. Donc le centre Bipol-Falleret, c'est effectivement une nouvelle structure qui a fêté ses 1 an cette semaine et qui est un hôpital de jour qui a mis en place également à Saint-Ouen 2 programmes. Un programme qui s'appelle START qui propose un programme de psychoéducation. Donc je ne vais pas redétailler ce que c'est puisqu'on a une belle présentation sur le programme de psychoéducation. C'est un programme qui se complète aussi d'ateliers thérapeutiques et d'ateliers très centrés sur le bien-être. Donc les personnes, on leur propose un accompagnement sur 3 mois à mi-temps. Donc elles sont là 4 jours par semaine en demi-journée pour être accompagnées par une équipe pluridisciplinaire sur aussi de la relaxation, de rééquilibrage alimentaire, retrouver aussi l'envie de faire du sport. Donc il y a des ateliers sportifs, des ateliers autour de la cuisine, en plus des ateliers d'autogestion de la maladie. Moi, je ne participe pas à la mise en œuvre de ces groupes. Il y a la responsable de la structure qui est là si vous avez après des questions plus précisément sur ce programme-là. Mais donc, il y a une équipe pluridisciplinaire avec des psychiatres, psychologues, infirmières, psychomotriciens, une paire aidante aussi, donc une personne concernée par la maladie qui intervient auprès des personnes. Et moi, je vais me centrer là plus sur le programme Work qui propose un accompagnement vers et dans l'emploi. Alors, comment ça se passe ? Concrètement, ce sont des accompagnements totalement individualisés, puisque évidemment, la question de l'emploi, pour tout le monde, et donc aussi pour les personnes souffrant d'un trouble bipolaire, c'est très personnel, c'est très individualisé, ça va dépendre d'un certain nombre de critères, donc c'est vraiment avant tout une approche individualisée que j'ai un peu schématisée comme ça en 4 modules. Alors évidemment, on ne passe pas forcément par les 4 modules, c'est pas forcément chronologique, ça dépend aussi où on en est.
l'intérêt de ce programme est couplé au programme START, on va dire, c'est que quand une personne a une relativement bonne connaissance de sa maladie, ça va faciliter, pour moi en tout cas, le travail pour réfléchir à comment on retourne, comment on se maintient en emploi. Vous parliez, et ça je trouvais intéressant, de la question de la stigmatisation, de se définir en tant que bipolaire. Au travail, en entreprise, il n'y a pas de patients. Enfin, dans l'entreprise, il n'y a pas de patients, ce ne sont pas des personnes bipolaires. Et du coup, c'est important d'arriver à sortir aussi de cette identité-là. Et donc moi, c'est aussi cet accompagnement-là que je propose, c'est pouvoir se décaler un petit peu. Comment on fait avec la bipolarité ? Et puis, qu'est-ce que je suis d'autre ? Parce que être bipolaire, ce n'est pas une carte d'identité. Ça fait partie de soi, bien sûr, mais de manière en plus déjà à chaque fois très différente. Donc la première étape dans le bilan, dans l'évaluation de la situation, c'est déjà de comprendre en quoi les troubles bipolaires, en quoi les troubles psychiques que je peux rencontrer, mes fragilités, elles vont constituer des freins, mais aussi des capacités et des possibilités dans la sphère professionnelle. Donc comment on peut transformer ça ? Parce que c'est effectivement arriver en entreprise et dire bon bah voilà, je suis bipolaire. C'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, on ne sait pas ce que ça va susciter chez l'autre, sans doute beaucoup d'idées reçues, on ne sait pas quelle est leur connaissance de la pathologie, mais surtout ça ne va rien apprendre de qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez travailler, quelles sont vos compétences et comment on adapte les choses. Donc la première chose dans l'évaluation de la situation, c'est de comprendre pour la personne elle-même en quoi mes troubles vont avoir un impact sur mon parcours professionnel, la façon dont j'investis mon travail, à quelle place je mets le travail dans ma vie, comment ça va jouer sur mes relations professionnelles, sur mes capacités cognitives, parce que parfois il peut y avoir quand même un impact aussi sur les capacités cognitives, donc arriver à comprendre un petit peu comment je mémorise, où en sont mes capacités de concentration, d'attention, de gestion du stress, de gestion des émotions, de gestion de deadline, après ça dépend du milieu professionnel de la personne. Donc voilà, cette évaluation, elle peut prendre entre 1 mois, 3 mois, parfois plus, en fonction d'où en est aussi la personne. Est-ce qu'elle doit se reconvertir professionnellement ? Est-ce que c'est un premier poste ? Voilà. Ensuite, on peut passer à la détermination. Oh, j'ai encore appuyé sur c'est pas vrai. Désolée. Le projet professionnel, donc pour les personnes qui n'en ont pas un déterminé, parce que parfois les personnes ont un projet évidemment qui est déjà bien clair, mais pour les personnes qui ne savent pas trop ou qui sont obligées du fait soit d'une aggravation de la maladie ou d'une crise qui est survenue et qui fait qu'elles ne peuvent plus poursuivre leur métier initial, ça arrive quand même assez régulièrement, elles doivent penser à un nouveau projet professionnel, c'est pas toujours simple. Donc parfois il y a la première étape qui est de travailler sur le deuil de son ancien métier ou le deuil d'un métier qu'on avait imaginé, idéalisé. Je parle notamment pour les jeunes qui ont fait des études par exemple et qui se rendent compte qu'ils ne pourront pas travailler dans leur domaine initial. Donc on travaille d'abord un peu sur le deuil aussi de ce métier-là éventuellement, et puis comment je peux du coup utiliser des compétences transversales. Il y a beaucoup de personnes quand elles doivent envisager une reconversion professionnelle qui me disent je repars à zéro en fait et je sais rien faire, ce qui est rarement le cas, parce qu'en fait les personnes ont des tas de compétences et elles ne pensent pas forcément que dans une autre sphère professionnelle on pourrait utiliser un certain nombre de compétences. Donc dans la détermination du professionnel, du projet professionnel, je vais me centrer vraiment sur quelles sont les tâches que vous avez effectuées, qu'est-ce que vous aimiez faire, qu'est-ce que vous saviez faire. Je peux amener les personnes, comme dans un bilan de compétences, à aller questionner leurs anciens collègues ou leur entourage aussi sur l'image qu'on avait d'eux. Qu'est-ce qu'on disait d'eux en tant que collègues, qu'est-ce qu'ils ont eu comme retour positif, puis comme retour négatif aussi, pour essayer de déterminer où sont vraiment les pôles de compétences qu'on pourrait mettre dans un autre domaine professionnel. Évidemment, je pars toujours du désir de la personne. La personne doit être vraiment partie prenante dans ce programme, c'est pas moi qui vais déterminer et trouver le projet professionnel de la personne, donc c'est à elle aussi de pouvoir voir où en est son désir. On va travailler ce désir pour qu'il tienne dans le temps, parce que dans certaines phases parfois de la maladie, il y a un nouveau métier qui arrive presque chaque jour, comme envie, donc du coup il faut pouvoir un peu poser ça tranquillement et que ça tienne dans la durée, et que ça coïncide aussi avec une certaine réalité du marché du travail et d'une
réalité matérielle en fonction de ce que la personne peut réaliser. Puis ensuite, on va définir ensemble des étapes pour la réalisation de ce projet professionnel, où là, l'idée, c'est que je puisse aussi, moi, mettre en lien avec les différents acteurs de la sphère d'insertion professionnelle. S'il y a besoin de mettre en place des stages, je vais le mettre en lien avec Pôle emploi, Cap emploi, pour ceux qui connaissent, qui est Pôle emploi des personnes en situation de handicap, une reconnaissance du handicap. Donc la bipolarité peut être reconnue comme un handicap dans la sphère professionnelle, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être parfois utile, notamment pour l'accompagnement en emploi, mais aussi vers l'emploi, puisque ça ouvre cette reconnaissance du handicap à des accompagnements spécifiques et la possibilité de mettre en place des aménagements en poste. Donc dans le soutien, dans la recherche d'emploi, il existe déjà un certain nombre d'ateliers qui sont très bien faits, et donc je ne fais pas de doublon sur ça, sur comment on fait un CV. Bon, les personnes qui savent très bien le faire, parfois mieux que moi, mais je vais plutôt travailler sur la difficulté, parfois que rencontrent des personnes qui ont eu plusieurs hospitalisations, qui ont eu plusieurs ruptures de parcours professionnel, de comment je mets tout ça sur mon CV, un CV gruyère avec des trous, comment je parle d'une inactivité professionnelle, est-ce que je parle d'un handicap pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, est-ce que je l'écris sur mon CV, est-ce que je le dis dans ma lettre de motivation, comment je le dis. Donc dans ce module-là, soutien dans la recherche d'emploi, c'est plus sur ça que je vais être un soutien, sur la préparation aux entretiens, est-ce que je parle de ma pathologie ou pas, parce que ça c'est une décision vraiment très personnelle, et puis qui s'adapte à chaque situation. Et surtout si j'en parle comment. Comment je suis à l'aise avec ce discours-là, à quoi ça va servir d'en parler, comment j'identifie un petit peu les offres d'emploi, comment je présente ma candidature. Et enfin, l'accompagnement en emploi, il est un peu double, puisque ça peut être pour la personne, le salarié en tant que tel, et aussi pour son employeur. C'est aussi, alors si la personne décide évidemment de parler de ses difficultés, et qu'elle est d'accord pour que je me mette en lien avec son employeur, on peut proposer un soutien à l'employeur pour l'aider à un peu comprendre les difficultés que rencontre son salarié, à l'aider notamment quand il doit réaliser les entretiens annuels, les entretiens d'évaluation. Ça, ils ont parfois des difficultés, que ce soit les DRH, les RH, à réaliser ce type d'entretien. Proposer des sensibilisations aux équipes, par exemple, pour travailler justement sur cette stigmatisation et cette crainte de travailler avec une personne bipolaire, même si ça allait faire exploser l'équipe, ce qui n'est pas du tout toujours le cas, au contraire. Donc ça peut être ce soutien-là plus vis-à-vis de l'employeur, et puis pour le salarié aussi, qui peut être un soutien plus réflexif, régulièrement, notamment quand on change de rythme, qu'on reprend un travail, faire un point régulièrement pour attention à pas trop s'investir, respecter ses limites, trouver une bonne répartition entre l'investissement au travail et la vie personnelle, et l'hygiène de vie, enfin tout ce qui a été expliqué à côté, qui est très très importante dans la gestion de la maladie. Mais ça peut être aussi un soutien beaucoup plus concret sur place pour comprendre quel type d'aménagement on peut mettre en place. Parce qu'autant dans un handicap physique, dans les entreprises, ils arrivent à peu près à voir quel type d'aménagement on peut faire. Dans le cas d'un handicap psychique, dans la bipolarité, souvent ils sont assez démunis, les employeurs, et parfois les médecins du travail aussi, qui sont évidemment un de mes interlocuteurs privilégiés. Ils sont très en demande à la médecine du travail pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'aménagement. Là encore, je peux me déplacer, faire ce qu'on appelle les audits de situation ou analyses de poste, qui permettent de décortiquer un petit peu les tâches, voir comment on peut aménager au niveau organisationnel ou humain, parce que c'est à ce niveau-là que ça situe les aménagements, pas matériels, sauf s'il y a un handicap physique avec, mais plus au niveau vraiment organisationnel, comment on peut aménager le poste pour que la personne tienne dans la durée et qu'on sorte de cette logique souvent où une personne bipolaire, très souvent au travail, elle donne une grande satisfaction au début et jusqu'à ce qu'elle s'épuise, et puis ensuite il y a une rupture. Et donc l'idée c'est de sortir de cette logique-là et d'arriver à trouver les aménagements idoines. Voilà, merci pour votre attention. Non, mais ça va aller. Ça va.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle le docteur Fanny Jacques, je suis psychiatre. Donc je viens pas prêcher pour ma paroisse, mais je vais plutôt peut-être vous faire un petit point sur les nouveaux outils digitaux qui existent en santé mentale. L'enrichissement que ça peut apporter, les limites aussi bien sûr que l'on peut y trouver. On parle beaucoup de révolution numérique, moi je parlerais plutôt d'évolution que de révolution, mais en tout cas je trouve que c'est quand même, puisque c'est là, c'est important de pouvoir travailler avec, et si ce sont des outils qui sont bien utilisés, je pense qu'ils peuvent vraiment apporter un complément dans l'offre de soins. Donc je vais venir vous parler de ça, puisque moi je suis psychiatre, mais que j'ai également fondé une société qui s'appelle DoctoConsult et qui justement propose en santé mentale des solutions digitales innovantes pour aider le médecin dans sa prise en charge et pour suivre les patients. Bon, je vais revenir rapidement sur les chiffres, puisque je pense qu'on en a tous bien conscience ici. Il y a 12 millions de personnes en France qui ont consultent ou consulteront un médecin psychiatre au cours de leur vie. Bon, les troubles bipolaires, difficiles à estimer, mais on parle entre 2 et 5% de la population française selon comment les diagnostics sont posés. En tout cas, c'est un véritable enjeu de santé publique. La santé mentale, on le sait, ce sont des maladies qui sont en constante augmentation et pour lesquelles il y a encore peu d'innovation dans le secteur. On est beaucoup dans le curatif et pas encore assez dans le préventif. C'est ce pourquoi les courbes ne cessent d'augmenter. Et puis tout ça, ça fait une prise en charge coûteuse à la sécurité sociale. C'est la maladie chronique qui coûte le plus cher maintenant à la Sécu. C'est passé devant les cancers, devant les maladies cardiovasculaires. 22 milliards d'euros en frais directs. Et 109 milliards d'euros en frais global pour la sécurité sociale. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique. Donc il est important d'essayer d'imaginer des nouvelles solutions de prise en charge en santé mentale. Et les obstacles, il y a des petits bugs, c'est pas grave. Les obstacles sont assez nombreux, comme je vous le disais. Je vais passer déjà celle-là. Voilà. Comme on le disait, la prévention est encore assez limitée en santé mentale. En psychiatrie, on a une spécialité un petit peu poussiéreuse, on a du mal à innover. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie de travail. Donc quand les patients nous arrivent, ils sont déjà quand même assez touchés, malades, parce qu'ils ont mis du temps pour diverses raisons à venir consulter. La prise en charge de ces pathologies, elle reste insuffisante. On est quand même sur des maladies chroniques qu'il faudrait suivre régulièrement, longtemps. Et souvent, les traitements, ils sont fragmentés. Il y a des ruptures de liens qui se font, des arrêts de traitement. Donc ça aussi, ça participe bien sûr aux rechutes. Et puis, les diagnostics restent trop tardifs, on le sait, il faut 10 ans pour diagnostiquer actuellement un trouble bipolaire. Donc évidemment, quand le patient nous arrive après 10 années d'errance diagnostique et thérapeutique, on peut évidemment imaginer qu'hélas, il ne soit pas très bien en point. Et puis aussi, les problématiques de prise en charge, elles sont liées aussi au nombre de psychiatres en France. Donc en France, on est plutôt bien lotis au niveau des psychiatres. Sur le plan européen, on est plutôt dans les pays qui ont le plus de psychiatres, quasiment 23 pour 100 000 habitants. Mais en revanche, la problématique qu'on a en France, c'est qu'il y a une très mauvaise répartition des psychiatres sur le territoire français. Je crois que par exemple dans le 95 il doit y avoir autant de psychiatres que dans le premier arrondissement. Pour vous donner un exemple, il y a 5-6 départements français où il y a uniquement un seul psychiatre libéral, et si on prend la région Paris-Île-de-France et la région PACA, on est à peu près à 70% des psychiatres français qui sont dans ces deux régions-là. Donc autant il y a des psychiatres, autant comme ils ne sont pas très bien répartis, on va dire que les délais d'attente pour consulter un médecin psychiatre, je pense que tout le monde en a conscience, peuvent être vraiment très longs. En général, ça va de quelques semaines sur Paris, mais ça peut atteindre les 9 mois. Et évidemment, c'est ce qui va aussi expliquer l'errance diagnostique des patients. Par ailleurs, et on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, et tant mieux parce que c'est très important, effectivement la population elle reste encore mal informée, les maladies mentales sont des maladies stigmatisantes. Quand on interviewe les Français, il y a 42% des Français qui vont associer spontanément la maladie mentale à la folie et le fait de consulter un psychiatre à la folie. Donc il y a encore quand même pas mal de choses aussi à faire,
Ça explique les retards de prise en charge également. Et puis là, j'en viens un petit peu à mon sujet. C'est vrai qu'il y a des outils digitaux qui existent de plus en plus. En France, on n'est pas forcément très en avance là-dessus. Les outils de santé mentale digitaux en Europe, ils sont utilisés par 8% des patients et puis des médecins. En France, on a le niveau européen le plus bas, puisqu'on n'est même pas encore à 1% d'utilisation. Voilà, donc je suis désolée parce que j'ai fait ma présentation en dernière minute, et donc visiblement, c'est pas complètement adapté, donc il manque des bouts, mais c'est pas grave. En tout cas, donc moi, ça faisait une dizaine d'années que j'étais en cabinet médical à Paris. Et puis, j'ai pris conscience de deux besoins pour mes patients. Tout d'abord, ils avaient parfois du mal à venir me voir en rendez-vous. Je fais de la thérapie comportementale et cognitive. Je travaille aussi sur la périnatalité. Donc 2 expertises un peu spécifiques qui fait que les patients déjà, ils venaient me voir, ils attendaient longtemps avant d'avoir un rendez-vous avec moi. Et puis ils venaient me voir de loin. J'avais beaucoup de patients de grandes banlieues, de province, qui pouvaient faire 3 heures, 3 heures et demie aller-retour pour une consultation, ce qui me gênait quand même par rapport à eux. Voilà. Puis je les voyais peu, une fois par mois. Et puis l'autre souci, c'est qu'effectivement, quand je leur serre la main et que je les vois partir et que je sais que pendant un mois, on va plus se voir, je les sens vraiment désœuvrés. Donc moi, je suis plutôt une psychiatre qui passe mon 06, on se fait des WhatsApp, on se fait des mails, on se fait des textos, mais après, c'est aussi un peu difficile à gérer. Mais je voyais bien qu'en voyant les patients une fois par mois, il y avait quand même cet accompagnement qui manquait entre 2 rendez-vous. Donc j'ai eu les 2 idées, à la fois une plateforme de téléconsultation dédiée à la santé mentale, parce que c'est une spécialité un petit peu à part des autres spécialités médicales et qui s'y prête bien pour pouvoir voir mes patients en téléconsultation entre 2 rendez-vous en cabinet pour pouvoir approcher un petit peu les rendez-vous qu'il y avait besoin. Et puis créer une appli de compagnon du patient qui me remonte des données et qui permet au patient de se sentir quand même épaulé, accompagné entre 2 rendez-vous. C'est pour ça que j'ai créé cette société. Un petit rappel sur la loi, parce que vous avez entendu parler, je pense, pas mal tous de la téléconsultation ces derniers temps, étant donné que c'est un outil qui émerge et puis qu'il y a eu une nouvelle réglementation depuis le 15 septembre, ce qui fait qu'il y a l'émergence de pas mal de plateformes. Donc je voulais vous en parler, faire un petit point, puis un petit point de vigilance aussi. Donc juste un rappel, la téléconsultation, c'est une consultation entre un professionnel médical, donc on appelle le médecin téléconsultant, et un patient. Le patient, il peut être accompagné par une infirmière, un médecin, une auxiliaire de vie, mais pas forcément. Et donc cette téléconsultation se fait par l'intermédiaire des technologies, de l'information et de la communication. Voilà pour la téléconsultation. Donc en France, il y a à peine 0,4% des consultations qui se font en téléconsultation. Les plateformes que vous voyez émerger, elles sont principalement plutôt des plateformes de médecine générale. Si vous avez envie de voir un médecin, que vous ne voulez pas aller aux urgences ou que votre médecin traitant n'est pas dispo, vous pouvez maintenant trouver rapidement un médecin que vous allez voir en visioconsultation. Il faut faire attention, même si la réglementation elle s'est assouplie, tous les actes ils ne sont pas remboursables par la sécurité sociale. Donc si vous faites une téléconsultation, que ce soit en psychiatrie ou dans une autre spécialité, faites attention, il y en a quand même pas mal qui sont encore hors parcours de soins et vous n'aurez pas de remboursement par la Sécu. Il faut respecter le parcours de soins, donc il faut être adressé par son médecin traitant, sauf pour quelques spécialités dont la psychiatrie fait partie. Et puis il faut quand même qu'il y ait une notion, on va dire, de relative urgence, en tout cas qu'on n'ait pas réussi à trouver un médecin, un spécialiste dont on avait besoin dans les délais compatibles avec sa situation. Donc c'est vrai que voilà, il faut faire attention, malgré ce qui peut se dire sur certains sites, vous ne serez pas toujours remboursé de vos téléconsultations. Donc nous, à DoctoConsult, on a 150 médecins psychiatres, addictologues, nutritionnistes. Vous êtes remboursés par la Sécu et la mutuelle, vous respectez le parcours de soins. Vous venez à DoctoConsult parce que vous n'avez pas trouvé un psychiatre près de chez vous dans les délais qui sont nécessaires. Là, à DoctoConsult, on arrive à trouver un psychiatre disponible dans la journée pour faire une consultation parce qu'on est nombreux. Voilà, donc là, vous recevrez une feuille de soins. Ce n'est pas toujours le cas, donc c'est vrai qu'il faut se méfier. Moi, ce que j'ai vu un petit peu ça fait 2-3 ans maintenant qu'on fait des téléconsultations sur DoctoConsult. Il y a à peu près deux types de patients. Donc, comme je vous le disais, il va y avoir des patients finalement que l'on suit au cabinet,
Et puis on va alterner des consultations de cabinet et de la téléconsultation. Parce que les habitudes de vie se sont modifiées, les patients ils se déplacent plus. Moi j'ai pas mal de petits jeunes qui partent en Erasmus, qui partent 1 an à l'étranger. Tout ça, ça permet de maintenir le lien et de ne pas avoir à redémarrer à zéro quand ils reviennent, voire pas redémarrer du tout parce qu'ils ne vont pas revenir nous voir. Donc ça permet, quand il y a même des événements de vie, une jambe cassée, une grossesse pathologique, de pouvoir continuer d'être en contact avec son médecin, et ça n'empêche pas les consultations en cabinet. Et puis quand il y a besoin, ça permet de rapprocher plus facilement les rendez-vous. Je sais que moi, le samedi matin, je fais de la téléconsultation. Comme ça, je remplis les patients qui avaient des urgences, je peux les voir comme ça, je n'ai pas à me déplacer au cabinet. C'est plus facile pour moi de trouver des créneaux de téléconsultation que des créneaux de consultation de cabinet. Donc ça aide un petit peu à éviter la rupture de suivi ou de traitement. Et puis après, on a aussi quelques patients, ce n'est pas la majorité, mais il y en a également, à peu près 20%, sur notre plateforme, qui ne sont pas du tout suivis autrement. Et alors là, on est vraiment typiquement dans ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce sont des patients qui, hélas, n'ont pas accès à une offre de soins, qui ont des mois et des mois de délai d'attente pour consulter un médecin psychiatre près de chez eux, ou qui ne trouvent pas l'expertise dont ils ont besoin. Par exemple, la thérapie comportementale et cognitive, il n'est pas évident d'en avoir un dans les 15-20 km de son secteur. Donc là, en ce cas, ces patients, on va les suivre de bout en bout sur la plateforme. Mais vraiment, on essaye de toujours, à un moment donné, réussir à avoir le patient en présentiel. Il y a à peu près 80% des patients sur la plateforme qui sont vus à un moment, parce que la téléconsultation, pour moi, c'est complémentaire, mais ça n'a pas vocation à remplacer. Et c'est quand même intéressant, évidemment, de se voir. Ça peut aussi aider à dédramatiser un peu la démarche, ça peut être une première étape avant de consulter réellement un médecin psychiatre. Je pense aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes, nous on en a beaucoup, qui vont commencer avec leur tablette dans leur chambre tranquillement à faire une téléconsultation. Il y a papa, maman n'ont pas à les traîner au cabinet du pédopsy. C'est plus facile de démarrer une prise en charge pour ce type de patients et ensuite de les faire venir en cabinet. Après, l'intérêt que j'y ai trouvé aussi, moi, c'est que le lien thérapeutique, il se fait quand même d'une autre façon, mais il se fait. Et j'ai été plutôt agréablement surprise de ça. Alors évidemment, on ne serre pas la main du patient, voilà, il n'y a pas ce contact physique, mais il y a d'autres choses. Et par exemple, on va chez le patient finalement, virtuellement. Et ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de psychiatres historiques qui disaient que c'était hyper important de voir le patient sur son lieu de vie. Et moi, ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir le patient dans son intimité. Déjà, lui, il est plus détendu, il n'a pas pris les transports, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de salle d'attente, il est chez lui. Et puis, souvent, il va nous faire visiter son appartement, sa maison, et on apprend plein de trucs sur le fonctionnement de vie du patient, son mode de vie. Est-ce que sa cuisine est rangée? Est-ce que chez lui, il y a plein de souvenirs personnels? Est-ce qu'il y a des cartons partout? C'est hyper intéressant. Et il y a des patients qui me disent je veux pas trop quand même vous montrer chez moi parce que c'est un peu le bazar. Et quand je vois la caméra, c'est pas un peu le bazar, quoi. J'aurais pas dit ça comme ça, quoi. Mais si j'avais pas vu, j'aurais jamais su que par exemple c'était un patient qui avait une sorte de toc d'accumulation, par exemple. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Puis c'est aussi assez sympa pour pouvoir voir les familles. C'est plus facile, moi qui fais la périnatalité, aller courir derrière le mari d'une patiente qui vient d'accoucher, qui ont toujours des gros horaires et tout, c'est pas évident. Là, hop, on peut se faire un petit coucou 5 minutes dans le salon de la famille, et c'est aussi assez agréable. Voilà. Et puis juste en quelques mots, donc l'autre chose que l'on fait, nous, alors là je vous ai parlé un petit peu côté médecin, téléconsultation, rapidité de prise en charge d'une certaine forme de téléconsultation, ça présente son intérêt. On a aussi une appli qui est prescrite par le médecin pour le patient. Justement, la version 2 que l'on sort au mois de juin, c'est sur le trouble bipolaire et sur les syndromes anxio-dépressifs. Donc c'est une application en fait qui est prescrite par le médecin psychiatre. Donc c'est en collaboration avec son psychiatre, puisqu'il y a de nombreuses applis en santé, et notamment santé mentale, qui existent. Il faut faire attention, c'est toujours la même chose, c'est un peu comme ça dépend, un outil peut être bien ou mal utilisé, un marteau on peut taper sur son voisin avec, ou on peut construire une super belle maison. Donc tout dépend de l'utilisation qu'on en a, voilà, c'est un peu pareil. Je pense qu'une appli santé, c'est bien quand elle est bien utilisée, et je pense qu'une façon de bien l'utiliser, c'est qu'elle soit supervisée par un professionnel de santé. Si le patient est tout seul à faire ses autodiagnostics avec son application, ça ne va pas bien se passer. Donc là, c'est uniquement une appli qui est supervisée par le psychiatre. Il choisit les modules qui vont être
échangé entre le psychiatre et le patient, évidemment avec l'autorisation du patient, et ça va permettre de détecter des éventuels facteurs précoces de rechute. Je vous explique concrètement, par exemple, le patient, on va lui dire, on sait que quand vous faites une rechute dépressive, vous vous isolez, vous marchez moins, vous êtes plus souvent en train de dormir et vous vous connectez moins aux réseaux sociaux et vous vous fermez. Et bien, si vous êtes d'accord, on va regarder ensemble, on va traquer ces données-là, on va regarder combien de, sans rentrer dans votre intimité et encore une fois avec l'accord du patient, combien de SMS sont émis par jour, combien de connexions aux réseaux sociaux, votre périmètre de marche et votre temps en position horizontale. Admettons, on fait clic, 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 voilà, et puis pendant les 3-4 semaines où on ne voit pas le patient, ces données-là, elles sont récoltées. Donc il y a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que le smartphone, il peut se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Si on voit que le périmètre de marche se restreint, que la personne elle se connecte plus au réseau, qu'avant elle envoyait 12 SMS par jour et que depuis 6 jours elle en envoie plus que 1 et qu'elle est en position horizontale 14 heures au lieu de 7 heures, le smartphone va le détecter et va lui pousser du contenu adapté, va lui dire attention, c'est un petit chatbot qui va dire attention, là il y a peut-être des symptômes, pense à sortir, il fait beau, va à la boulangerie, fais du sport, on te pousse à un exercice d'exercice physique, on te rappelle la liste de tout ce que tu devais faire cette semaine. Donc le smartphone pousse au patient du contenu adapté et en même temps, en parallèle, envoie un tableau de bord au médecin, ce qui fait qu'au prochain rendez-vous, le médecin il va avoir des données objectives et fiables sur l'état de son patient pendant les 3-4 semaines où il ne l'a pas vu. Ça ne sera pas qu'au dire du patient, c'est sous forme d'un petit diagramme comme ça, tout simple, où le médecin il va pouvoir savoir comment est-ce que le patient il a évolué et du coup ça permet vraiment objectivement d'attaquer les sujets, d'éventuellement adapter les traitements, etc. Voilà en gros, donc il y a l'accompagnement thérapeutique, donc ça c'est ce que je vous disais, ça pousse du contenu adapté. Il y a aussi une ordonnance interactive pour aider les patients à ne pas oublier leur traitement, ça géolocalise les pharmacies de garde quand ils sont en fin de stock de médicaments, etc. Il y a toute une partie psychoéducation, on en a également beaucoup parlé, et c'est vrai que c'est important d'expliquer la maladie, l'hygiène de vie, toutes les contraintes, les tâches administratives, les assistantes sociales, les congés longue durée, les arrêts de travail, le médecin du travail, tous ces trucs-là sur lesquels même nous, parfois psychiatres, on est un peu perdus. Donc là, il y a du contenu avec une assistante sociale qui nous écrit ça aux petits oignons. La relation médecin, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut faire une téléconsultation avec son médecin psychiatre via DoctoConsult. Et puis, ce que je vous disais, donc le relevé d'indicateurs de qualité de vie qui sont poussés au médecin et qui aident le médecin à suivre son patient. Pour terminer, donc nous on fait à peu près 3000 consultations par an, on a 150 médecins qui sont inscrits. Comme je vous le disais, il y a 80% des patients qui sont vus en présentiel. On travaille vraiment sous forme d'une communauté, donc nous on relève tous les 15 jours les besoins des médecins et on essaie vraiment de faire évoluer à la fois l'appli et à la fois la plateforme selon ce que les médecins nous demandent. Et puis on fait aussi des questionnaires de satisfaction aux patients. Les limites de tout ça, je pense, parce qu'évidemment il faut en parler, ça va dépendre, je crois, des pathologies que l'on peut rencontrer. Un patient schizophrène, délirant, paranoïaque, je ne suis pas sûre que la téléconsultation et les outils d'appli de suivi soient forcément très adaptés. Ça dépend aussi des thérapies, une psychanalyse lacanienne sur un divan, ça ne peut pas se faire en téléconsultation. Et ça dépend aussi du public, il y a des gens qui ne sont pas très digitaux, il y a des gens qui sont âgés et puis qui n'arrivent pas à faire, il y a des gens qui hélas ils ne captent pas du tout avec leur smartphone, d'ailleurs ils n'ont pas de smartphone, donc en ce cas ça va quand même être un petit peu compliqué, donc évidemment il y a tout un tas de limites un peu logistiques également. En tout cas, voilà, juste un petit mot. Donc, les patients sont plutôt à la fois satisfaits de la qualité du suivi, de la qualité des soins. Ils sont pris en charge vraiment rapidement. Ce qui est intéressant de noter, voilà, c'est que quasiment un quart des patients ont pu éviter un passage aux urgences en faisant des téléconsultations. Donc ça, je trouve que ce sont des données encourageantes. Voilà. Merci. On va peut-être prendre quelques questions avant la pause déjeuner. Est-ce que quelqu'un a une question ?
Non. Bonjour. Moi, je voulais... Moi, j'aimerais pas trop ça. Je ne suis pas malade. Mais... Vous m'entendez? Oui, merci. Oui, non, c'est une question tout à fait pertinente. C'est pour ça que vraiment on laisse le choix aux patients. Hein. Le médecin va dire il y a cette appli qui existe, ça peut vous aider à faire ceci, cela, et donc déjà vous la prenez ou pas, c'est votre choix. Et aussi par exemple, on peut lui dire bon, vous avez du mal avec l'observance thérapeutique, donc si vous êtes d'accord, on va juste vous faire une petite notification pour pas que vous oubliez vos médicaments. Le patient il dit oui, et puis le reste il le prend pas s'il veut pas le prendre. C'est pour ça que vraiment ça se débloque selon le souhait du patient, parce que vous avez raison, soit on peut trouver que c'est un petit peu intrusif, soit aussi ça peut créer une certaine forme de dépendance, donc il faut faire attention. C'est pour ça que nous on fait toujours ça sous la supervision du médecin psychiatre ou médecin généraliste qui suit le patient, pour pas que le patient il soit laissé tout seul avec son appli. Après il est vrai que quand on n'est pas bien en psychiatrie, moi en tout cas c'est ce que je ressens sur mes patients, on a besoin quand même d'être cocooné, d'être accompagné. Donc j'ai l'impression que j'ai, c'est que le patient il sent pas ça comme une intrusion, mais plutôt comme un filet de sécurité. Je voudrais poser une question à madame aussi, par rapport comment reçoivent les employeurs le fait quand vous venez leur parler d'un patient. Comment vous êtes reçu par les employeurs? Ça dépend vraiment des employeurs. Déjà, si vous reçoivent, c'est bon signe. Ça, clairement, ça dépend beaucoup des employeurs. Non, la plupart du temps, plutôt bien. Parce qu'effectivement, peut-être ceux qui me recevraient mal décident de ne pas me recevoir du tout, ou les salariés décident de ne pas en parler. Mais quand vraiment j'ai un rendez-vous avec un manager de proximité, notamment, c'est plutôt eux d'ailleurs qui me reçoivent bien, puisque eux, ils ont vraiment plein de questions. Et très souvent, alors évidemment, il y a des managers comme partout qui sont pas très bienveillants et qui cherchent pas forcément à comprendre, mais la plupart de ceux que je rencontre ont envie de bien faire et ne savent pas comment faire. Et donc sont en demande d'outils, sont en demande d'aide, sont en demande d'explications, sont parfois en demande de beaucoup de réponses auxquelles je ne peux pas répondre, mais sont plutôt très en demande de cette intervention. Là, je parle vraiment surtout des managers de proximité, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain. Ça peut être un peu plus compliqué avec des DRH, des personnes vraiment au-dessus, au niveau de la direction, qui sont un peu plus éloignées, qui ne sont pas forcément en lien d'ailleurs avec le salarié concerné par la bipolarité. J'ai deux questions. Une question pour les médecins généralistes et une question pour Mme Blanco. Pour les médecins généralistes, on sait qu'en France, on est 6 minutes pour une consultation. Comment vous faites? Oui, j'ai les statistiques aujourd'hui. 6 minutes pour les médecins généralistes. Okay, ils demandent plus. Mais c'est ce qui est vrai. Les statistiques, c'est 6 minutes pour un médecin généraliste pour une consultation. Et la deuxième, c'est une accusation peut-être. La deuxième question, c'est pour Mme Blanco. Je me demandais, est-ce que la prise en charge par rapport à la profession, est-ce que c'est en parallèle à la prise en charge de 3 mois que vous avez parlé? Est-ce que c'est parallèle ou c'est ensemble? Je réponds du coup rapidement à ça. Oui, ça peut être en parallèle. Ce qu'on propose sur le programme, c'est que les personnes commencent le programme START, qui est quand même assez chargé au début. Donc elles font au moins les 6 premières semaines sans intégrer le programme Work. Et les 6 dernières semaines, on peut faire en parallèle. Et le programme Work n'a pas de limite de durée, ça je ne l'ai pas précisé, mais après les 3 mois du programme START, les personnes peuvent revenir me voir sans limitation de durée, autant que nécessaire pour l'insertion professionnelle. Alors, pour répondre à votre première question, donc c'est pas une accusation, c'est une mauvaise information. La durée moyenne d'une consultation d'un médecin généraliste qui a une activité, je dirais, classique, c'est entre 15 et 20 minutes. Voilà. Je ne sais pas d'où viennent ces 6 minutes. Alors peut-être que c'est uniquement le temps passé à examiner le patient et puis tout le reste, c'est le temps qu'il se déshabille, qu'on fasse les papiers, etc. Mais je pense que mon confrère aura
une réponse là-dessus. Donc en fait, c'est 15 à 25 minutes. Ça permet aussi de rappeler le tableau tout à l'heure, le sondage, où effectivement on s'était aperçu que les bipolaires prennent beaucoup de temps aux médecins, environ une demi-heure, hein, comme une consultation de psychiatre. Hein. Et là on peut effectivement s'arranger, soit on décale tous les autres rendez-vous et puis on termine beaucoup plus tard, soit effectivement la solution de fragmenter la consultation en disant au patient de revenir dans quelques jours pour voir la suite, c'est une bonne solution. Mais non, la durée c'est entre 15 et 20 minutes, en sachant que des fois il y a des rhumes, une angine, ça prend beaucoup moins de temps à diagnostiquer. Hein. Les consultations de psychiatrie, effectivement, pour des troubles bipolaires, prennent plus de temps, mais en moyenne, sur la journée, 15 à 20 minutes. Alors en fait, les 6 minutes, c'est un projet de certains administratifs. L'idée, c'est de nous adjoindre des assistants médicaux. Donc ça veut dire que c'est un peu ce que font les Anglais, hein. C'est le modèle anglais comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le patient, il arrive devant nous, il est à poil, on a déjà pris sa tension, on lui a fait l'électrocardiogramme, on a tous ses paramètres biologiques, on fait l'acte médical et puis il ressort et l'ordonnance est imprimée par la secrétaire, la feuille de soins, etc. Voilà. C'est un modèle, évidemment, la grande majorité des médecins français n'y sont pas favorables du tout. Oui, là j'avais 2 questions, enfin une remarque. J'avais une remarque et une question pour Madame Blanco. La remarque, c'est une question de langage et pour nous déjà ici qui parlons de la bipolarité, il y a une question il y a un aspect de ne plus parler de bipolaire. Parce que une personne n'est pas, ça a été dit à plusieurs moments, la personne n'est pas sa maladie. Et le fait de dire pour un bipolaire, ça l'identifie à sa maladie. Et c'est vraiment quelque chose, ça doit être un combat de nous tous ici, à commencer par nous, pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation et que le malade ne soit pas identifié à sa maladie. Et c'est pour nous-mêmes qui pouvons être bipolaires, de ne pas nous dire bipolaire, mais atteint de la maladie bipolaire. Voilà, c'était une première remarque et je pense que c'est un véritable combat. Et ça ne s'applique pas qu'à cette maladie, c'est par rapport à beaucoup d'autres maladies. On a tendance à réduire les personnes à une maladie qu'ils peuvent avoir. La deuxième question, c'était donc pour Madame Blanco. Est-ce que vous êtes invité par des DRH justement ou des directeurs d'entreprise pour parler justement de la maladie bipolaire dans le cadre du travail et de ce que ça signifie et par rapport à un emploi? Alors, par rapport à votre remarque, je ne sais pas si c'était parce que j'ai utilisé le mot bipolaire ou qu'on l'a dit, je ne sais pas, c'était pour ce moment. Ouais. Oui, je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur cette posture-là, bien sûr, que ce n'est pas une carte d'identité et qu'on dit rarement je suis cancéreux et on dit beaucoup je suis bipolaire. Mais bon, j'ai encore beaucoup de personnes que je rencontre qui se présentent aussi comme ça. Donc, on en a rigolé l'autre jour. Alors oui, pas assez, sans doute pas encore beaucoup. De personnes qui me proposent d'intervenir auprès d'équipes pour sensibiliser notamment sur les troubles bipolaires, sur la bipolarité ou les troubles psychiques au sens large. Mais ça se développe. Ça passe plus, notamment dans les grandes institutions, par les référents handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises et des administrations ont des référents handicap. Alors au départ, ça a été beaucoup une casquette en plus pour un assistant RH ou un DRH qui avait cette casquette-là en plus, il ne savait pas trop quoi en faire. Ça se professionnalise de plus en plus. Il y a depuis 2 ou 3 ans un diplôme universitaire référent handicap que de plus en plus de personnes du coup ont réalisé. Et il y en a certains qui sont... alors bon, le référent handicap s'occupe de tous les handicaps, hein, donc évidemment leur sensibilité est différente pour le handicap psychique et la bipolarité, mais il y en a de temps en temps. Notamment, j'ai été invitée il n'y a pas longtemps, et là je l'ai à nouveau eu au téléphone, le référent handicap de la Directive de France, donc c'est quand même le ministère du Travail,
est très sensibilisé à la question du handicap psychique et du coup, je suis intervenue pour parler du handicap psychique et de la bipolarité et on va refaire une journée qu'il va rendre obligatoire puisqu'il estime qu'il n'y a pas eu assez de personnes justement du service RH qui est venu à cette première journée. Donc ça va être obligatoire pour les RH la prochaine journée. Donc ça se développe. On va prendre vraiment 2 questions très courtes. Je suis désolé parce qu'on a déjà dépassé l'horaire. Si on veut prendre le temps de déjeuner, de reprendre à 14h. Bonjour, merci de... Eh bien, on va remercier nos intervenants pour cette table ronde. On va reprendre non pas à 14h, mais on vous donne un petit... Voilà, 14h15. Certains ont commandé des repas, donc vous les aurez dans la salle comme tout à l'heure. Et puis autrement, repas libre pour les autres, voilà. Et bon appétit, 14h15.